Nous aimerions commencer cet événement par reconnaître que la FO est située sur le territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Bonjour et bienvenue aux formations virtuelles de l'AFO. Voici une courte vidéo des points techniques à considérer pour le bon déroulement de cette formation. Puisque nous sommes en mode réunion, veuillez mettre votre micro en sourdine. Cette formation est enregistrée. Veuillez fermer votre caméra et micro si vous ne voulez pas être dans l'enregistrement. Si vous avez une question pour le formateur ou formatrice, attendez qu'elle ou il vous invite à le faire. Si vous avez des problèmes techniques, communiquez en chat privé avec l'équipe de l'AFO. Nous vous invitons à participer au sondage de rétroaction que nous enverrons dans le chat à la fin de la formation. Merci et bonne formation. Bonjour à toutes et à tous. Il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au nom de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'organisme rassembleur et la voix politique de l'Ontario français. Je suis Roger Kalukuta, coordonnateur de service d'appui au fonctionnement des organismes à la FO. Nous avons lancé cette série de formations virtuelles afin de vous outiller pour vous aider à renforcer vos capacités d'offres actives de services en français. Ces formations virtuelles visent aussi à vous informer et à vous sensibiliser sur des enjeux présents au sein de la communauté franco-ontarienne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mamoun Chedadi, qui va nous parler du bilan des effets de la récession économique engendrée par la pandémie dans le milieu associatif et communautaire en Ontario français. Mamoun Chedadi est agent d'impact au Conseil de la coopération de l'Ontario. Il est chargé d'accompagner les organismes publics et privés dans leur mission d'expertise conseil à l'échelle nationale et internationale. Disposant de plus de 6 ans d'expérience, dont 3 au sein du cabinet d'audit et de conseil Mazars, Mamoun Chedadi occupait le poste de consultant senior en marketing, communication et business développement, où il a développé une réelle expertise en croissance d'entreprise, en intelligence économique et en études stratégiques de positionnement. Ce diplômé de Toulouse Business School en France et de l'Université de York de Toronto a sillonné le monde et résidé dans 5 pays, à savoir le Maroc, la France, la Belgique, l'Irlande et le Canada. Il a pu bâtir au fil de toutes ces années un important réseau à travers l'Afrique, l'Europe et le Canada. Je laisse maintenant la parole à Mamoun. Bonne formation à toutes et à tous. Merci beaucoup, Roger, pour cette introduction, très pertinent. Et donc, sans plus tarder, on va commencer notre formation d'aujourd'hui. Donc, je vais procéder au partage de mon écran. Et vous me dites, donc, lorsque vous le voyez, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui. Merci beaucoup. Donc là, j'ai votre écran à droite, donc je vais un petit peu le réduire. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et d'animer cette présentation sur le bilan des effets de la récession économique engendrée par la COVID-19 sur le milieu associatif, coopératif et communautaire en Ontario français. Je tiens à vous remercier de votre intérêt pour le sujet, de remercier aussi l'équipe de la FO ici présente, donc Zineb, Mahamadou, Roger, dans l'ordre d'apparition sur mon écran. Donc, comme vous le savez tous, on vit depuis mars 2020 des temps assez particuliers qui ont eu des incidences fortes sur le développement économique des différentes régions de la province. Et aujourd'hui sera l'occasion de faire le bilan depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant sur comment les secteurs d'activité se portent, quelles tendances on peut dégager à moyen et long terme et quelles sont les implications pour le secteur coopératif.
Donc, la présentation d'aujourd'hui va à la fois jeter un regard historique et macroéconomique sur la question. L'atelier sera scindé en deux parties, une présentation brève sur les implications macroéconomiques sur l'échelle nationale et provinciale, puis on va zoomer par secteur d'activité. En résumé, comment la pandémie a impacté le devenir du secteur coopératif. Donc, la table des matières d'aujourd'hui. Donc, c'est une présentation assez concise, comme vous pouvez le voir. Je prendrai quelques minutes au début pour parler de notre organisme, donc le CCO, le Conseil de la coopération de l'Ontario, pour ensuite plonger dans notre thématique d'aujourd'hui. Et à la fin de la présentation, nous passerons en revue quelques projets de recherche menés par des organismes tels que l'AFO, ici présente, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, Ontario Non-Profit Network, et autres qui ont apporté un regard approfondi sur les différents thèmes dont on va discuter aujourd'hui. Donc, toutes les données statistiques que l'on va voir sont publiques, donc vous pouvez les consulter librement pour plus de détails. Donc, le CCO, le Conseil de la coopération de l'Ontario, est l'organisme officiel représentatif de promotion, de développement et de recherche du secteur des entreprises sociales et coopératives francophones et bilingues en Ontario. On existe depuis 1964, donc on a une très longue et riche histoire. L'organisme est né d'un besoin de représentation pour tout le secteur coopératif en Ontario français. Donc, ces dernières années, le CCO a étendu ses opérations. Nous sommes passés d'un organe de représentation et de promotion à un organe majeur dans le développement du secteur coopératif dans la province. Donc, beaucoup de projets initiés en termes de création de coopératives et d'accompagnement professionnel. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le nombre de coopératives n'est pas en décroissance en Ontario. Les dernières données démontrent au contraire qu'il y a une légère augmentation et une légère croissance du secteur. En ce qui concerne les services, donc le CCO a fait énormément de travail sur le terrain en contribuant à revitaliser les communautés et dernièrement, nous avons développé des secteurs niches d'activité. En effet, depuis 2018-2019, notre volet affaires internationales, donc celui que vous voyez ici, le dernier, est en expansion. Donc, on cherche vraiment à étendre nos horizons et on cible les entreprises et organisations qui souhaitent se développer en Ontario. On peut les aider et être une porte d'entrée pour l'économie francophone dans la province. Donc, partie de quelques remerciements. Donc, tout d'abord, je souhaiterais remercier de nouveau l'AFO pour l'organisation et la facilitation de cette session de formation virtuelle. Ils ont été vraiment très actifs et réactifs aux différents emails, aux communications, aux différents échanges qu'on a eus. Donc, vraiment un grand merci de nouveau. Je voudrais également remercier les organisations qui ont alimenté les données récoltées pour cette présentation, notamment le Réseau canadien de développement économique communautaire, la table ronde de l'économie sociale de l'Ontario, la RD Canada, la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, ainsi que l'atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger. Donc, tous ont joué un rôle particulier dans le rassemblement des données au fil d'échange et de partage d'informations. Et cette présentation n'aurait pas pu être réalisée sans leur contribution. Donc, encore une fois, un grand merci à ces organismes. Une petite présentation donc, de moi-même, même si Roger l'a fait précédemment. Donc, en effet, mon nom, c'est Mamoun Chedadi. Je suis agent d'impact au CCO. Je travaille plus précisément dans le pôle impact et plus spécifiquement au niveau du service de gestion et de croissance. Je suis localisé dans le bureau de Toronto, donc qui se trouve à Downtown. Et nous avons aussi d'autres bureaux à travers la province, notamment à Ottawa, Sudbury, Thunder Bay, Toronto, où je suis, Temiskaming Shores et enfin Windsor. Et ce qui m'anime vraiment dans mon métier, c'est le développement économique, que ce soit à l'échelle nationale, mais aussi internationale, et également le développement communautaire. Alors, j'aime toujours commencer mes présentations par une citation, et aujourd'hui, nous avons une citation de Peter Drucker, auteur, éducateur et consultant en management, et qui était un innovateur dans le domaine du management corporatif. Vous allez me dire, pourquoi je mets quelqu'un qui était une figure de proue du développement capitaliste dans une présentation sur le secteur coopératif? C'est parce que tout simplement, donc peu importe les tensions qui existent souvent dans le secteur, il y a toujours certains énoncés qui ont une vérité intangible, et ce, peu importe les idéologies. Et cette phrase qui est restée dans les annales de Peter Drucker,
c'est un type d'affirmation qui est également transposable dans le secteur coopératif. Donc, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est tout simplement de le créer. Et c'est ce qui nous anime, nous, au CCO, c'est ce qui nous anime dans le secteur coopératif. Après tout, c'est de créer l'avenir face à différents enjeux, face à différents défis qui sont imposés souvent par un contexte, par des réalités du moment, comme la crise que l'on traverse actuellement. On se doit, comme représentant officiel d'un secteur d'activité qui est innovant et inspirant, de travailler pour sa pleine réalisation. Et donc, peu importe les orientations politiques, peu importe les différents points de vue, c'est quelque chose que j'aime apporter à la table parce que c'est témoin d'une volonté commune d'apporter du changement. Et du changement, on en a besoin en ce moment, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Donc, la dernière année et demie, jusqu'à maintenant, a été considérablement sévère, pas juste un secteur de l'économie en tant que tel, mais sur tous les secteurs d'activité, et ce, sans discrimination, que l'on soit dans les organismes sans but lucratif, les entreprises sociales, les organismes de bienfaisance, les entreprises à but lucratif ou les secteurs coopératifs. On affronte effectivement chaque jour de nouvelles contraintes, de nouvelles pressions sur l'écosystème en place. Donc des pressions qui sont d'une part financières, on va le voir plus tard dans la présentation. On va voir différentes raisons qui sont mentionnées dans les études qui ont été faites sur l'économie francophone. Ces contraintes financières sont matérialisées par plusieurs paramètres. Tout d'abord, la réduction des ventes de services, la réduction des subventions, etc. Il y a également des contraintes structurelles, organisationnelles, de contexte, qui font en sorte que certaines organisations ont été plus touchées que d'autres, notamment auprès des populations marginalisées, comme vous pouvez le voir ici, sur le plan économique, comme les bénévoles, la communauté LGBT, les communautés racialisées, etc. Donc, de façon générale, certaines collectivités ont été affectées plus que d'autres, ou de façon inégale, on peut le dire. Donc, on n'a pas vécu un épisode de ce genre dans notre histoire économique depuis soit la grippe espagnole de 1918 ou la récession économique de 1929. Si on regarde les données de certaines crises, par exemple celle de 73, 77, 87, le crash de 2000, 2008, les inégalités qui se sont construites n'ont pas été aussi fortes que la crise que nous traversons actuellement, celle de la COVID-19. Donc, plusieurs indicateurs montrent que l'événement qu'on traverse est d'une ampleur considérable et on va le voir plus tard au niveau des graphiques. Donc, différents programmes ont été mis de l'avant, un plan de portée nationale par le gouvernement canadien, donc le plan d'intervention économique pour pallier aux effets de la crise. Toutefois, force est de constater que les effets néfastes sur le devenir économique de nos communautés perdure dans le temps et on va vivre les conséquences pour au moins les 5 ou 10 prochaines années. Donc, les entreprises doivent vraiment faire preuve de résilience et de capacité à résilier encore davantage parce que la période de reprise va être sans doute assez longue. En fait, si on remonte à plus d'1 an et demi, le Canada avait commencé au premier trimestre de 2020 avec une période soutenue d'expansion économique ou de croissance. Il y avait plus d'1 million d'emplois qui avaient été créés entre 2015 et le début de 2020, puis mars 2020, comme vous le savez, la donne a complètement changé pour tout le pays. Donc, si vous voulez lire davantage d'informations sur le contexte d'un point de vue national, je vous recommande de regarder la première partie du budget fédéral 2021. Donc, le lien se trouve ici au dernier paragraphe, comme vous pouvez le voir. Et là, ça va vous démontrer l'ampleur des changements structurels dont on a parlé tout à l'heure, que l'on a traversés. Donc, à l'époque, on était tout juste avant la crise. La deuxième économie, donc connaissant le taux le plus important de croissance dans les pays du G7, dans une position très enviable, et ceci a complètement changé du jour au lendemain. Donc, si on regarde ici au niveau de l'évolution de la crise, par exemple, la croissance annuelle du PIB au courant du dernier siècle, donc on voit que les taux de 2020 étaient comparables à ceux vécus en 1929-1930. Donc, c'est du jamais vu dans l'histoire économique depuis plus ou moins 100 ans. Si on regarde les taux d'emploi, par contre, donc dans le deuxième graphique, pour les 40 à 50 dernières années, on a atteint un plancher historique qui n'a pas été vécu depuis les années 70. Donc, c'est quand même du jamais vu aussi. Et ce n'est pas quelque chose qui s'est fait de façon graduelle, comme les autres crises, sur plusieurs mois ou une année, mais ça a été un choc vécu
sur très peu de temps, donc une période assez courte. Toutefois, il y a eu un certain redressement au cours de l'été, donc début de l'automne 2020. L'activité économique a repris entre la première et la deuxième vague. Toutefois, l'automne, on remarque que les gains restants ont été plus difficiles à obtenir. Donc, les risques étaient plus élevés et donc il y a eu une certaine récession de l'économie à l'époque. Bon nombre d'entreprises, incluant le secteur coopératif, avaient accumulé des difficultés telles que des taux d'endettement surélevés, pression sur le personnel, et ce n'est pas quelque chose d'unique, c'est vraiment transversal à plusieurs pans de l'économie. Donc là, on va voir d'autres graphiques. Alors, il y a une iniquité envers les secteurs d'activité. Donc, si on regarde le graphique 3, le secteur des arts, du divertissement, des loisirs, c'est parmi les secteurs qui ont vécu la plus grande baisse du PIB réel canadien. Tandis que si on regarde des indices au niveau des services d'hébergement et de restauration, on s'aperçoit qu'ils se portent très mal, mais plutôt bien, comparativement à d'autres secteurs, parce qu'il y a eu plusieurs périodes d'ouverture, de fermeture, etc. Donc, c'est vraiment dans le commerce de détail que l'on remarque que les adaptations de modèles d'affaires ont fait en sorte qu'au milieu de l'automne, on voit quand même une hausse comparativement à tous les autres secteurs d'activité. Et ceci est dû principalement à l'adaptation de la société à des modes de consommation en ligne. Par exemple, la commande de plats cuisinés en ligne à travers plusieurs applications ou sur des sites Internet, la redistribution de la chaîne logistique, etc. Donc, certains secteurs se maintiennent plus que d'autres, on peut dire. Et si on regarde également dans le domaine de l'emploi, donc au niveau du graphique 4, donc là, on voit qu'il y a aussi un changement. Au niveau, par exemple, on peut voir qu'il y a une baisse au courant de mars et avril, puis une deuxième baisse partant d'octobre jusqu'à janvier, qui correspond à la deuxième vague à peu près. Et dans l'éventualité où il y a une troisième ou une quatrième vague, donc là, on peut s'attendre à des variations similaires. Alors, toutefois, et contrairement à ce que l'on pourrait penser dans l'imaginaire collectif, de se dire que la performance économique est au plus bas, il y a quand même des signes de résilience qui démontrent qu'il y a une adaptation de la société. Donc, selon les prévisions, à la fin de l'année 2020, début de l'année 2021, le PIB réel devrait progressivement augmenter. Donc, la vision des experts sur l'économie est un peu plus optimiste que celle du citoyen lambda, donc il n'a pas vraiment une vue ou une percée sur le développement économique ou le secteur économique en général. Quelques données intéressantes en termes de soutien stratégique par rapport à différents secteurs d'activité. On se positionne relativement bien comparativement à d'autres pays du G7, comme on peut le voir ici au niveau du graphique 5. Donc, notre croissance au dernier trimestre était somme toute plus élevée si on se compare à des pays comme la France ou l'Italie qui ont des taux vraiment dans négatifs. Donc, ici, on voit l'Italie à peu près -6, -7, la France à -5%. Donc, on est quand même beaucoup plus avantagé. Le Canada, quant à lui, est à +10%. Alors, donc la question ici qu'on se pose, si l'économie dans son ensemble fait preuve de résilience, si la situation canadienne est un peu plus optimiste, qu'est-ce que l'on pourrait imaginer? Qu'en est-il du portrait spécifique de la communauté franco-ontarienne et plus particulièrement si on regarde à la fois le secteur associatif et le secteur coopératif? Donc ici, on voit clairement que c'est une situation qui est parallèle à la réalité traversée par le Canada, mais avec ses propres particularités. Parce qu'après tout, l'Ontario a un paysage économique francophone différent des autres provinces. On compte en moyenne 18 875 PME francophones, ou au moment où on se parle, et 1 787 coopératives francophones actives et enregistrées au niveau de l'Ontario. Donc, il n'y a pas de réduction de coopératives, comme on l'a dit au début, mais une légère augmentation depuis le dernier État en place. Alors, comme on peut le voir ici, un peu moins de 11,5% de la main-d'œuvre de toute la province de l'Ontario est bilingue. Cette main-d'œuvre produit 12,1% du PIB de la province, qui se chiffre à peu près 80 milliards de dollars. Donc, on peut voir vraiment l'impact de cette main-d'œuvre francophone dont aujourd'hui nous faisons partie. Nous sommes tous localisés en Ontario, nous faisons partie de ces 11,5%. Donc, à noter aussi que le taux de formation de la population bilingue est supérieur à celui de la population anglophone.
En général, donc l'économie ontarienne a donc ses particularités. C'est d'ailleurs le plus grand groupe francophone en situation minoritaire à l'extérieur du Québec et qui compte quand même une contribution importante à l'économie canadienne dans son ensemble, comme on l'a vu précédemment avec les chiffres. Alors, si on regarde les constats que le Conseil de la coopération de l'Ontario a pu observer durant la dernière année et demie, l'iniquité sectorielle dont on parlait un peu plus tôt, le CCO, quant à lui, a vu autre chose. Il a plutôt remarqué une iniquité régionale. Comment les coopératives vivent la récession? Certaines régions, dans le Grand Toronto, la région de Kitchener-Waterloo, vivent la réalité beaucoup plus fortement que, par exemple, le nord-est de l'Ontario ou l'Est ontarien, qui ont des taux de vaccination assez élevés et des taux qui sont à la baisse au niveau des cas. Actuellement, on est dans la 3e étape du plan d'action pour le déconfinement de l'Ontario depuis le 16 juillet 2021 et plusieurs restrictions ont été levées. Donc, cette situation va être vécue différemment que l'on soit une coop qui fonctionne avec les parts de ses membres ou une OBNL, donc un organisme à but non lucratif. Donc, les différents modèles d'affaires vont vivre la réalité de façon différente, comme on l'a vu précédemment, en fonction de la localité. Alors, bilan des effets, on se rend compte au fur et à mesure qu'on creuse les données que c'est certes une économie affaiblie, mais qui est encore vivante. Il y a un sondage assez intéressant qui a été produit par la Fédération des communautés francophones et acadiennes qui regardait le portrait du secteur des OBNL, des entreprises sociales, et qui démontrait que la majorité des répondants ont vécu une situation assez grave dans leurs organismes et que la livraison de leurs produits ou services a été affectée. Donc, je vous conseille fortement de consulter ce sondage en cliquant sur l'hyperlien dans la présentation, donc une fois que vous l'aurez reçu. Donc, un des concepts qui m'a vraiment le plus marqué, je dirais, dans cette étude, c'est le fait que la baisse marquée des activités durant la période de COVID a touché certaines facettes des coops, des OBNL, des entreprises sociales, plus que d'autres. On pense par exemple à certains atouts importants comme le réseau des bénévoles. Seulement 22% des répondants ont mentionné que la majorité des bénévoles qui sont en place sont encore actifs au sein de leurs organisations. Donc, ça met une pression supplémentaire. Les conseils d'administration sont très affectés. On doit réajuster les plans pour les coopératives sans but lucratif qui souhaitent employer des bénévoles, effectivement. Donc, il y a des contraintes structurelles qui font en sorte que ça affecte les activités. Ce sont donc des considérations à noter pour le futur. Alors, d'autres effets, donc toujours dans la même étude, 60% des organismes ayant participé au sondage ont rapporté une perte de revenus. On parle quand même d'un bassin important d'organisations juste en Ontario. On parle de 2700 coopératives et 10 000 entreprises sociales, donc ce n'est pas rien. Donc, 60% des organismes qui ont participé à ce sondage et qui, quand même, un échantillon représentatif de la population totale au Canada, c'est quand même un chiffre important. Donc, ce sondage a été réalisé à un moment fixe dans le temps. Il serait judicieux et intéressant, d'un point de vue purement spéculatif, de reproduire la même étude au moment où on se parle ou dans un temps futur, où les restrictions sont encore plus levées et plus assouplies. À ce moment-là, on va se poser la question, quelles seraient les variations entre ces deux études? Je serais prêt à parier que ce serait plus optimiste que ce qui a été décrit à l'époque. Donc, au niveau de ces deux graphiques, donc si on regarde les facteurs qui ont mené à la baisse des revenus, donc le premier graphique ici en bleu, on se rend compte que la portion qu'on attribuerait aux subventions est beaucoup plus mince que ce que l'on pourrait imaginer. Donc, c'est vraiment au niveau de la vente de produits de services, des activités de levée de fonds, puis la diminution de la clientèle qui sont les trois facteurs les plus importants dans l'équation et qui ont fait en sorte que ça a baissé le revenu des organismes. Donc, même chose, si on regarde le pourcentage de pertes par rapport au budget annuel des organisations, donc c'est le graphique ici en rouge, donc 30% de l'échantillon, c'est des pertes de 1 à 10%, puis des pertes de plus de 30% dans les budgets annuels restent assez rares. Donc, on parle de seulement 5% des répondants. Donc, il y a quand même des lueurs d'espoir et des signes de résilience. Alors, quelles sont les leçons apprises et les recommandations que l'on pourrait faire? Donc, on peut passer au travers de la crise, mais il faut, à la lumière des données qui ont ressorti de la revue de littérature qu'on a produite et des données
qu'on a ressortis des différents rapports, puis des constats qu'on a fait sur le terrain, qu'il y a 4 leçons ou recommandations que l'on suggère à la communauté franco-ontarienne. Première chose, la nécessité de réfléchir à l'après-plan d'intervention fédérale et à la pression sur la dette publique. Donc, on le sent venir dans l'écosystème. Il y a énormément d'initiatives qui ont été annoncées depuis 2020 pour soutenir les entreprises, soutenir le secteur coopératif, soutenir les individus, etc. Donc, qu'adviendra-t-il à ce moment-là dans les prochaines années? C'est une contrainte qui empêche d'avoir un taux de financement public élevé, tel qu'il est en ce moment, puis qu'on doit réduire la dette. Donc ça, c'est vraiment une question à se poser. Donc ceux-ci sont des calculs que les coopératives doivent prendre en considération si elles dépendent en partie des fonds publics. Donc la deuxième recommandation, c'est la nécessité d'avoir une infrastructure de financement solide pour les petits organismes et qui permet des adaptations rapides. Et ceci est relié au point 4, au dernier point ici, qui est la nécessité d'avoir des fonds de réserve, ce qui n'est pas toujours une pratique évidente à mettre en place. Donc, la plupart du temps, on suggère 6 mois d'opération continue à 12 mois avec capacité réduite. Donc, la crise a vraiment mis de l'avant le fait que les fonds de réserve doivent être augmentés dans les coopératives parce que c'est quelque chose que notre clientèle a vécu et on s'est rendu compte sur le terrain. Et ça, non seulement pour les organismes, mais aussi pour les humains, pour les individus. Avoir des fonds de réserve, c'est toujours quelque chose d'important. Par exemple, quelqu'un qui a perdu son travail, il doit quand même avoir des fonds pour subvenir pendant 3 à 6 mois au minimum avant de retrouver un autre emploi. Et finalement, dans nos constatations, on s'est rendu compte que la capacité de résilience du secteur coopératif, la capacité de s'adapter à différents changements est directement proportionnelle à la capacité des organisations à trouver de nouveaux débouchés commerciaux. Donc, fini est l'époque où on a un seul produit ou service, un seul type de clientèle. Il faut penser que si un changement abrupt s'opère, comme celui de la COVID, comment est-ce qu'on pérennise nos activités? Est-ce qu'on a des plans B, des plans C, des plans D, etc. Donc, dans certains secteurs d'activité, comme l'agriculture, les coopératives agricoles, c'est beaucoup plus facile de le dire que de le faire, effectivement. Dans d'autres secteurs, comme par exemple l'industrie des services, donc c'est un peu plus maniable. On peut directement changer de service et passer à autre chose. Alors, dans l'agriculture, c'est beaucoup plus compliqué. On parle de terre, on parle de matériaux, machines, etc. Donc là, le changement est beaucoup plus difficile. Donc, la question ici, c'est comment les coopératives naviguent cette capacité à s'adapter, à changer rapidement. Donc, tout ceci doit passer par des exercices de planification, de réflexion stratégique en interne et dans l'éventualité où c'est quelque chose qui vous intéresse, le CCO est en mesure de vous aider sur ces différents volets-là. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on a appris? Donc, j'aimerais qu'on reparte aujourd'hui de la présentation avec l'idée que même si le secteur passe par des moments difficiles, qu'il y a toujours une lueur d'espoir, donc de la résilience, comme on l'a dit précédemment. Donc, il y a des structures pour aider, pour appuyer, pour renforcer les capacités. Puis en Ontario, on est une partie de l'équation et j'espère qu'on va pouvoir, au fil du temps, devenir une plus grande part de l'équation et que le secteur coopératif est vu comme solution en tant que tel à l'ensemble des divers sous-défis qui composent cette crise, ou n'importe quelle crise en général. Donc, il nous reste beaucoup de choses à faire et à apprendre. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est une lunette d'analyse, une dimension en tant que telle, mais il reste à voir les conséquences à long terme, notamment sur le marché de l'emploi, les conséquences à long terme sur les 10-15 prochaines années pour l'ensemble du secteur coopératif, sur les incidences que ça va avoir sur les politiques publiques, sur les financements disponibles, etc. Donc, tout ne peut pas être mesuré aujourd'hui, il va falloir attendre d'autres inputs de données et pour avoir une vue d'ensemble ou une vue plus générale. Donc finalement, je ne peux pas vous laisser sans vous parler des références utilisées si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet ou pour compléter l'information que je vous ai livrée aujourd'hui. Il y a une riche littérature qui est disponible. Si vous êtes intéressé par exemple au profil économique de la province, la Fédération des gens d'affaires a créé un rapport sommaire qui a été publié en mars 2021 et qui est fortement intéressé, que vous pouvez consulter ici. Donc, c'est le premier lien. Donc, vous aurez le lien hypertexte qui va vous amener directement vers l'étude. Sinon, il y a toujours le profil démographique de la population francophone qui va être mis à jour bientôt après le recensement de 2021 qu'on a eu il y a quelques mois. Et donc, on attend ces informations avec impatience. Il y a également la mise à jour du livre blanc sur les communautés francophones et acadiennes du REDE Canada. Le dernier date de janvier 2016 et la mise à jour
devrait être disponible, je pense, courant 2021-2022. Alors, deux des rapports que je vous ai mentionnés précédemment donc, sont très intéressants, notamment celui produit par l'ONL et l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario sur l'état des différents secteurs, incluant le secteur sans but lucratif, les entreprises sociales, le secteur coopératif, qui a été publié au courant de l'année 2020, qui est aussi accessible à travers le lien hypertexte. Et finalement, l'impact de la pandémie sur les organismes francophones, qui a été publié par le FCFA. Donc, dans l'ensemble, je dirais qu'il y a une riche littérature qui, je l'espère, pourra vous porter au-delà de la présentation délivrée aujourd'hui et pourra vous donner d'autres réflexions pour le futur. Donc voilà, ça clôture notre présentation aujourd'hui sur les effets de la crise de la COVID-19 sur le secteur associatif coopératif. Donc je suis vraiment enchanté d'avoir fait cette présentation et maintenant on peut passer à une session de commentaires ou questions-réponses. Donc j'arrête le partage et je repasse pour vous voir. Merci beaucoup. Merci Mamoun pour cette belle présentation. C'était très intéressant. On peut maintenant prendre les questions s'il y en a ou des commentaires. Donc, Mamoun a été très, très clair. J'espère. Pas de questions? Okay. Je vais en profiter pour demander à ceux qui ont participé à la rencontre de participer à un petit sondage pour nous donner leur avis, leurs impressions. Ça nous permettrait toujours d'améliorer nos services. Alors, juste 2 secondes. Donc, je vais le mettre dans le chat. Je vais laisser un moment pour qu'on le remplisse. Pas de souci, n'hésitez pas entre-temps. Donc, si vous avez S'il y a des questions qui vous passent par la tête ou des commentaires, donc ça serait un plaisir de vous répondre. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Roger? Oui, Mamoun, merci pour cette belle présentation. Et on va dire pour ceux et celles qui n'ont pas pu participer dès le début,
La vidéo sera affichée sur notre site dans les prochaines semaines. En tout cas, nous vous remercions pour votre participation. Si vous avez des questions spécifiques à poser à Mamoun, il a donné ses coordonnées. Et merci encore une fois de plus d'avoir participé. Et on se dit à bientôt. Ouais. Merci beaucoup, Roger. Donc, effectivement, j'ai oublié de mentionner qu'il y a mon adresse email dans la présentation. Donc, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez me joindre à tout moment. Et ça serait un plaisir d'échanger avec vous. Donc, merci encore une fois à la FO pour votre support et peut-être à une prochaine fois. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.